Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre. Nous sommes ensemble pour une heure de débat en direct autour d'une thématique chaude de l'actualité économique nationale et une actualité qui nous concerne au plus haut point. Ce mardi, le ministre du Commerce a annoncé l'annulation des systèmes de licence d'importation et il a annoncé une suspension temporaire d'importation de plus de 850 positions tarifaires, des produits qui ne seront plus importés et l'augmentation entre autres des prix de plusieurs produits car leurs taxes seront augmentées, c'est en loi de finances 2018 que c'est intégré, d'une moyenne de 30%. Alors au moment où la foire de la production nationale ouvre ses portes, c'était ce matin, ce soir nous mettons les projecteurs sur cette décision. D'abord ces raisons, pourquoi l'État a-t-il pris une décision pareille, son impact sur le citoyen et sur l'entreprise algérienne. L'entreprise algérienne est-elle capable, est-elle en mesure de remplacer et d'être un substitut des produits qui jusque-là étaient importés? La réponse, c'est avec vous, messieurs, que nous allons la voir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Adil Bensassi, vous êtes le président du cluster mécanique de précision et également le directeur général de SOMIMI, qui est la Société maghrébine de mécanique de précision et maintenance industrielle. Merci d'être avec nous. À vos côtés, M. Saïd Jellab, bonsoir. Vous êtes le directeur général du commerce extérieur au ministère du Commerce. M. Nasser Mohalbi, bonsoir. Vous êtes le directeur général de l'investissement au ministère de l'Industrie et des Mines. Et à vos côtés, nous avons M. Salim Aïtali, directeur général de l'entreprise Capidal. Bonsoir. Et vous fabriquez des chemins de câbles certifiés à la norme internationale. Merci d'avoir accepté notre invitation à tous. Voici donc pour le thème de ce soir, mais nous n'allons pas le commencer avant de vous mettre dans le bain, puisque cette actualité dont je vous parlais est intervenue lundi dernier. Cette annonce, d'une part, de l'annulation des licences, des quotas d'importation qui ont prévalu jusque maintenant pour 4 produits. Une parenthèse reste ouverte pour les véhicules, nous allons vous l'expliquer au courant de ce débat. Et puis la suspension d'un certain nombre de produits à l'importation à partir de janvier 2018. Le compte rendu tout de suite avec notre reporter du journal télévisé. Les fruits secs, les fromages, les fruits et légumes frais, les viandes, les bonbons et chocolats, le ciment, les détergents, les produits plastiques finis et semi-finis, les produits hygiéniques, le marbre et le granit, le papier hygiénique, les tapis, les glaces et verres, les moissonneuses-batteuses, les articles de robinetterie, les meubles, les lustres, les articles électroménagers et téléphones mobiles comptent parmi les 900 produits qui seront prochainement suspendus à l'importation. Des produits dont la facture d'importation s'est établie à 1,5 milliard de dollars durant les 10 premiers mois de l'année en cours. D'autres mesures d'encadrement des importations seront prises dans le cadre de la loi de finances 2018. Ils permettront d'améliorer la compétitivité des produits locaux par rapport à ceux importés et la valorisation des recettes budgétaires sur les opérations d'importation de certains produits de luxe. Le ministre du Commerce, Mohamed Ben Meradi, a indiqué que les évaluations faites au titre de l'exercice 2017 ont fait sortir que la politique de l'État mise en place précédemment pour encadrer les importations a commencé à donner ses fruits. Le ministre a par ailleurs annoncé la suspension dès 2018 du système des licences d'importation mis en vigueur en 2016. فيما يخص البضائع اللي تخضع لليسانس في 2018 نحينا لي ليسانس. Concernant les produits soumis à une licence d'importation, ce ne sera plus le cas en 2018. En 2016, 4 produits et marchandises étaient concernés. En 2017, 22 produits étaient soumis à une licence. En 2018, nous avons enlevé la procédure de licence. Mis à part les véhicules, en vérité, nous l'avons maintenue sous contingent, mais elle entre dans le cadre de la régulation du marché. Nous avons aujourd'hui une industrie automobile naissante. Les opérateurs économiques se sont engagés à produire à compter de 2018 pas moins de 150 000 véhicules et qui seront disponibles sur le marché. Nous n'autoriserons l'importation qu'en cas de nécessité. La mise en place de ce dispositif vise surtout le rétablissement de la balance des paiements dont le solde global a affiché un déficit de 11,6 milliards de dollars au premier semestre 2017, contre un déficit de 14,61 milliards de dollars au même semestre de 2016. Il est à rappeler également que de nouvelles dispositions pour contenir davantage les importations et encourager la production nationale seront instaurées incessamment.
Voici donc pour le compte rendu signé Amal Issiridir. Alors la première question, elle s'adresse évidemment à vous, Monsieur Saïd Djellab. Par rapport à l'on parle de ces 851, c'est bien ça le chiffre de position tarifaire. Alors c'est bien 851 produits qui ne seront plus importés. Il ne sera plus possible de les importer de manière générale, ou bien est-ce que sous fonds propres, est-ce qu'il est possible aussi? Est-ce que ce sont des produits qui seront interdits de par leur position tarifaire, ou bien est-ce qu'il y a... Alors, madame, là, je vous explique un peu le dispositif. Le dispositif, parce que dans le nouveau dispositif, il y a une nouvelle approche qui se développe. Il y avait l'approche avant 2018, 2016, 2017. Nous avons utilisé les licences comme mesure de réduction des importations. Ces licences ont donné leurs effets en matière de réduction des importations sur le plan financier, mais ils ont donné aussi leur effet sur le plan socio-économique. Si on prend les 3 produits que nous avons mis sous licence en 2016 et 2017, le rond à béton, fil machine, le ciment et l'automobile, nous voyons actuellement que pour le ciment, on est donc autosuffisant en matière de production de ciment et nous sommes partis maintenant sur l'exportation de ciment. Pour le rond à béton, donc la couverture est presque 2019, se rend aussi vers une perspective d'exportation. Et pour l'automobile, vous voyez très bien qu'il y a maintenant, les constructeurs sont ici en Algérie et il y a donc une industrie de montage et il y a des perspectives d'intégration aussi pour les véhicules. L'approche a été, donc nous avons changé d'approche maintenant, on va aller vers d'autres produits. D'autres produits, là où il y a une production nationale, il y a un potentiel d'investissement et pour ces produits-là, quelles sont les mesures qu'il faut prendre? Donc, parmi les mesures qui ont été prises, c'est les suspensions provisoires. La suspension provisoire à l'importation, c'est une mesure de sauvegarde qui est liée, bien sûr, au déséquilibre de la balance de paiement. Donc, tant que la balance de paiement est déséquilibrée, on peut utiliser des mesures de sauvegarde. Ça, c'est au niveau de la pratique internationale. Et aussi, un des objectifs, l'objectif majeur pour les mesures de sauvegarde, la suspension provisoire, c'est donner donc une marge de manœuvre pour la production nationale. Donc les produits qui sont sélectionnés, les 851 sous position tarifaire, pratiquement 45 familles de produits, c'est des produits. Nous avons une production nationale, nous avons un potentiel d'investissement, mais les importations menacent cette production nationale. Ces importations freinent la production nationale. Donc pour ces produits-là, il y a une valeur de 1,4 milliard de dollars qui rentre. Donc il y a une perte en devise de 1,4 milliard, mais en même temps, il y a un freinage de la production nationale et l'investissement. Donc cette suspension provisoire va permettre, premièrement, de développer la production nationale dans ces créneaux. Je citerai quelques créneaux, le créneau de la téléphonie mobile, le créneau de l'électroménager, donc il y a beaucoup d'investissements qui ont été faits, le créneau de la céramique, le créneau de tout ce qui est tapis, il y a d'autres créneaux. L'agroalimentaire aussi. L'agroalimentaire, il y a beaucoup de créneaux. Il est très vaste, hein, l'agroalimentaire. Et il y a sûrement des produits qui ne sont pas produits en Algérie et qui seront interdits d'importation. Voilà. Parce qu'on ne peut pas dire qu'aujourd'hui, nous sommes autosuffisants en matière de production agroalimentaire. L'agroalimentaire, madame, pour l'agroalimentaire, cette mesure-là va permettre quoi? Va permettre de valoriser les produits agricoles en Algérie. Je vous donne l'exemple des olives. Donc, il y a donc une production d'olives qui n'est pas valorisée pratiquement en Algérie parce qu'il y a des importations aussi. Je prends l'exemple des pâtes, l'exemple de tout ce qui est confiture, des fruits et tout. Donc, on va donner cette marge de manœuvre pour les producteurs. L'essentiel dans ce partenariat gouvernement-opérateur économique, il faut que le défi soit levé par nos partenaires économiques, donc les opérateurs économiques, pour être à la hauteur par rapport à cette décision. Oui, alors justement, juste pour revenir, nous reviendrons en détail sur les licences et sur ces collections et ces familles de produits et donc ces filières à protéger. Est-ce que les opérateurs économiques, vous parlez de partenariat, ont été consultés avant que le ministère ou le pouvoir public prenne cette décision? Bien sûr, madame. Donc, il y a une base de données. On a eu donc des contacts avec des associations, des opérateurs économiques. Et nous avons détecté pour le moment que les produits où
La production nationale est évidente et le produit où il y a un potentiel. Nous avons déjà des opérateurs qui sont venus pour dire voilà, moi je suis déjà en négociation de partenariat avec tel fournisseur. Parce que ce qui se passe maintenant, madame, c'est que cette mesure-là va permettre quoi au juste? C'est que les fournisseurs qui étaient d'habitude exportateurs vers l'Algérie, avec leurs partenaires algériens ici. Ces mêmes fournisseurs-là qui sont sur la place d'Alger et chercher des investisseurs algériens, des partenaires algériens. Pourquoi? Pour garder leur part de marché. Donc nous leur disons, venez, donc vous avez une part de marché de 10% ou 15% sur un créneau. Donc si vous voulez garder cette part de marché... Vous protégez leur part de marché. Voilà, il faut délocaliser. Et pour répondre à ma toute première question, ces produits seront interdits. C'est-à-dire que ces produits-là, dès lors que le décret sera promulgué, si quelqu'un devait les importer, il serait un contrevenant à la loi. Ah, c'est tout à fait clair. Bon, on ne parle pas d'interdiction, parce que l'interdiction... Alors justement, c'est alambiqué. Voilà. Saïd Djellab, essayez de nous expliquer suspension, interdiction, répression, peut-être après... Non, l'interdiction, dans tous les pays du monde, l'interdiction, elle est liée à des raisons de santé, de sécurité, ça c'est l'interdiction. La suspension provisoire, donc il n'y aura pas d'importation. Donc au niveau de la domiciliation bancaire... d'accord. Donc au niveau de la source, il n'y aura pas de possibilité. Au niveau de la source, d'ailleurs, madame, le décret qui va sortir avec la liste des produits sera promulgué le 1er janvier, dès la promulgation de la loi de finances 2018. Ce décret sera donc promulgué, les listes seront promulguées, donc tous les opérateurs sont au courant quels sont les produits qui seront donc suspendus à l'importation au niveau de la domiciliation bancaire. Donc, Et ils seront visibles dans une liste qui sera téléchargeable au niveau du site? Ah oui, elle sera téléchargeable au niveau du site, elle sera publiée et elle sera au niveau de toutes les banques. Donc à partir de là, donc l'opérateur, donc déjà il est au courant des produits qui sont suspendus à l'importation. Donc même s'il se présente à la banque, donc il aura même l'information à la banque ou sur le site du ministère du Commerce ou la publication du journal officiel, bien sûr. Oui, donc il ne pourra pas importer. Je voudrais avoir récolté le point de vue des opérateurs. Monsieur Bensassi, je rappelle que vous êtes chef d'entreprise, en même temps président d'un cluster de mécanique de précision. Évidemment, j'ignore si ces types de produits qui sont liés à la mécanique font partie des produits qui sont suspendus de l'importation, mais selon vous, quel est votre point de vue, quel est votre ressenti de cette décision? Bon, d'un point de vue général, avant tout, avant de parler de mécanique, c'est vrai que ce sont des mesures qui sont, comme disait M. Djellab, temporaires, qui permettent, si vous voulez, d'appuyer les mesures d'investissement de beaucoup d'entreprises privées. Maintenant, ce qui concerne la mécanique de précision, c'est beaucoup plus difficile. C'est-à-dire qu'on est sur un marché qui est d'une autre nature. Les besoins sont immenses et c'est un métier qui est en fait transversal. On va toucher aussi bien à l'automobile, à l'agroalimentaire, à l'aéronautique, au médical, au pharmaceutique. Donc c'est difficile d'interdire. Par contre, on va plus sur un esprit de concertation. C'est-à-dire que le cluster mécanique de précision, par exemple, est là pour accompagner les politiques publiques, informer les entreprises, faire remonter l'information sur ce qui ne va pas, transmettre aussi à la tutelle en disant attention, parce qu'il faut savoir que bon, toutes ces mesures-là, elles partent d'une très bonne intention. On était sur le syndrome hollandais où on importait tout, où tout rentrait en Algérie, où en fait on achetait notre chômage, c'est-à-dire qu'on finançait les industries dans d'autres pays. Là, on est sur une autre démarche et qui est tout à fait louable, mais bon, il y a des choses sur le terrain qui ne sont pas forcément comme on le souhaiterait. On sait que la courroie de distribution n'est pas toujours au point, et donc c'est aussi au mouvement associatif en général, mais aussi, bon, j'ai parlé du cluster, il y a aussi le Conseil national de concertation des PME, qui est aussi l'organe qui va accompagner en tant que force de proposition ces mesures-là. Voilà. Monsieur Aïtali, quel est le ressenti, quel est le signal qui est donné pour vous, tel que vous le ressentez en tant que chef d'entreprise, que cette décision prise par les pouvoirs publics? La première des choses, c'est que politiquement, économiquement, elle est nécessaire parce qu'au jour d'aujourd'hui, effectivement, à un moment donné, quand on n'a plus les moyens d'apporter tout ce dont on a besoin, il faut savoir arrêter. Et ça, c'est la première, on va dire, éducation qu'on doit faire au niveau des citoyens. On ne peut pas acheter des choses qu'on ne peut pas payer. Donc, à un moment donné, il faut qu'on préserve déjà nos finances. Concernant l'histoire de ces mesures, il faut comprendre qu'il y a plusieurs temps. Il y a le temps politique, il y a le temps des industriels et il y a le temps des consommateurs citoyens. Ce n'est pas forcément le même.
Effectivement, quand au niveau des pouvoirs publics, ils décident, et c'est très bien, parce que ce que dit mon collègue M. Bensassi, c'est que ça protège, il faut savoir, ça protège nos emplois et donc l'éducation de nos familles, parce que les emplois, c'est des parents qui éduquent leurs enfants. Voilà. La question, elle est double. La première, c'est la durabilité de ça, parce que le temps des industriels est long. C'est on compte en unité d'années, on ne compte pas une unité de 1 mois ou 2 mois. La question, c'est que si ces dispositions-là ont une visibilité minimum sur 3 ans, oui, effectivement, les gens iront en masse investir dans ça. Et je pense même qu'il y aura des IDE. Mais si on n'a pas une visibilité sur ça, c'est-à-dire que chaque 6 mois, on change de système, le problème il est posé. Même si l'objectif est le même. Oui. Mais il faut que techniquement, on ait un système qui soit prévisible minimum sur 3 ans. Sachant que l'industrie, la moyenne, c'est 5 ans, ce qu'on appelle le CMT. Ça équivaut au crédit à moyen terme. Voilà. Ouais. Donc aujourd'hui, tant qu'il n'y a pas la visibilité sur ça, pour les opérateurs qui puissent investir, on risque d'avoir des cycles, on risque d'avoir des échecs. Voilà. Nasser Mohalbi, cette quête de vision ou de visibilité qui est souvent citée, en tout cas demandée par les opérateurs économiques, elle est plus que nécessaire aujourd'hui que l'on compte sur eux notamment pour faire dynamiser en tout cas l'appareil de production. Oui, c'est cette nouvelle vision de la politique économique de l'Algérie. Elle s'inscrit donc dans le cadre du plan d'action du gouvernement qui veut donc encourager la production, diversifier son économie, qui va s'appuyer sur des filières industrielles qui sont ciblées, notamment l'électronique, le numérique, les industries agroalimentaires, l'aval des hydrocarbures, l'aval des ressources minières. Donc nous voulons développer toutes ces filières industrielles. Et madame, nous recevons énormément de demandes de la part d'investisseurs qui demandent une protection parce que sinon ils sont asphyxiés par la concurrence née de l'importation tout azimut de l'ensemble des produits. Et donc ce sont des mesures salutaires pour l'encouragement de la production nationale. Et ces mesures qui sont sont prévues, sont permises dans le cadre de l'accord d'association signé avec l'Union européenne, qui permet donc, dans le cas d'un risque de déstructuration de la balance des paiements, on peut prendre des mesures strictement indispensables pour rééquilibrer donc la balance des paiements. Cette mesure s'inspire des accords de l'OMC aussi, qui permettent donc ce type de mesures restrictives à l'importation. Et ces mesures, notamment le relèvement, donc on a pris des instruments fiscaux, douaniers, qui sont par exemple le relèvement de la TIC ou l'élargissement aussi de certains produits qui sont soumis à la taxe intérieure de consommation. Justement, quelles sont les filières? C'est ma prochaine question. Il y a un relèvement de la taxe intérieure sur la consommation, d'une part, un taux de 30% pour 10 familles de produits finis, et le relèvement également des droits de douane pouvant atteindre les 60%, c'est bien ça, pour d'autres familles de produits finis. Est-ce que vous pouvez nous donner juste une idée succincte des types de produits qui vont voir, in fine, pour le citoyen, c'est ce qui est important, voir le prix au final augmenter? Madame, pour la TIC, ce sont généralement des produits de luxe, donc les Algériens peuvent s'en passer. Donc ce ne sont pas des produits qui vont causer des problèmes pour le développement de l'outil de production nationale. Pour le relèvement... mais ils peuvent altérer un certain type de service, d'activités qui, eux, sont dépendants de ces produits dits de luxe. On est d'accord. Donc il y a des activités qui emploient, qui apportent une valeur ajoutée, qu'on le veuille ou pas, qui ont le rôle. Hein. Ça, il faut le rappeler, je pense, M. Mohalbi. Ce sont des produits de luxe, madame. Ce sont des produits de luxe, donc on peut s'en passer. J'ai la liste devant moi, donc si je lis cette liste, vous allez voir que ce n'est pas quelque chose de... C'est des produits qui n'influent pas sur la production.
Sur la taxe intérieure de consommation, hein. C'est une augmentation de 30%. Mais le temps que vous trouviez la liste, Oui, pas de problème. pour ce qui est de les droits de douane, droits de douane, voilà. Les droits de douane, effectivement, il y a certaines distorsions dans le tarif douanier. Normalement, le tarif douanier doit être, la tarification doit être faite selon le degré d'ouvraison. Alors qu'on trouve certains produits finis qui sont soumis à 5%, alors que des matières premières sont soumises à 15 ou à 30%. Ce n'est pas logique, donc il faut rétablir les choses. Oui. Et les producteurs nationaux voudraient bien, et c'est leur demande bien sûr, à ce qu'on rétablisse donc la chose. Il faudrait que ce degré d'ouvraison soit respecté. C'est pour protéger justement la production. La production nationale. Alors justement, pour revenir et parler toujours de la protection de la production nationale, l'autre mesure qui concerne donc l'actualité au niveau du commerce extérieur, c'est l'annulation donc des licences d'importation, des quotas. Vous l'avez dit tout à l'heure, Saïd Jellab. Vous avez également déclaré lors d'une interview que vous avez accordée à nos collègues de la chaîne 3 que c'était une mesure qui avait rencontré ses limites. Oui. Alors, en quoi est-ce que cette mesure a rencontré ses limites? Est-ce que c'est parce qu'elle n'a pas réussi à rééquilibrer, ou en tout cas apporter en termes de volume de change l'argent qui était escompté, ou bien est-ce qu'il y a une autre raison? Alors, madame, premièrement, permettez-moi de vous répondre sur l'exemple de produits qui sont soumis à la TIC. Le saumon, les yachts. Donc voilà, c'est des produits vraiment de vrais produits de luxe. Donc ça ne touche pas à la petite bourse. D'accord. Concernant maintenant la question des licences, c'est chaque mesure, c'est par rapport à une situation, par rapport à un contexte. Quand on était en 2015 à 58,5 milliards de dollars, donc les mesures en termes d'importation, les mesures en termes de licences nous ont permis. Donc il y avait une marge de manœuvre en termes de licences pour la réduction de la facture. On a réduit la facture à 51,6 milliards de dollars. Donc on a gagné pratiquement plus. C'est grâce aux licences? C'est grâce aux licences parce qu'il y avait donc l'importation des véhicules qui était plus de 3 milliards. Il y avait l'importation du ciment, il y avait l'importation du rang à béton. Donc c'est à partir du système de licence nous a permis de réduire l'importation. En même temps, ça nous a permis aussi de mettre en place toute une industrie du rang à béton, de ciment et la construction aussi en matière d'automobile. Donc ce système a marché pour 2016. 2017, ça a marché aussi pour pour les mêmes produits, mais on a vu que dans le bilan, parce qu'on a fait un bilan, on a vu que la marge de réduction commence à rétrécir. Donc le système ne peut plus donner ses effets. C'est pour ça qu'on parle de limite du système des licences. Donc il ne donne plus d'effet en matière de réduction. Et on ne peut pas réduire pour réduire l'importation sur un produit qui est déjà à zéro. C'est l'exemple de ciment, donc réduction jusqu'à zéro, importation. Oui. En béton aussi, il y a une grande réduction pour substituer à la production nationale. Mais finalement, ça ne change rien. Que la licence reste ou qu'elle soit annulée, cela ne change rien, étant donné que, bon, même si le résultat a baissé, cela ne change rien sur les équilibres budgétaires, puisque le problème, il est précisément là. Voilà, il est budgétaire. Donc, si on a vu que 2016-2017, donc la licence ne donne plus d'effet en termes de réduction, on a changé d'approche, et on a changé même les produits. Donc nous sommes allés maintenant, parce que ces produits-là commencent à être, donc, il y a une production donc, nationale. Il n'y a plus un besoin en fait, il n'y a plus de besoin d'importation. Voilà. On a changé et on a mis cette nouvelle approche de substitution de la production nationale par rapport à l'importation pour d'autres produits. Là où il y a une grande valeur ajoutée qui est créée à l'extérieur, et le marché algérien, il était un marché de destination finale. Donc c'est pour ça qu'on a choisi. Mais si au démarrage les licences ont bien fonctionné pour le ciment, le rang à béton et le véhicule, pourquoi ne pas l'avoir appliqué sur d'autres secteurs qui sont aussi susceptibles d'être protégés? Je cite par exemple le secteur du bois qui lui est en train de... Il y a une capacité de production qui est en train de naître, des capacités peut-être en projection également qui vont arriver. Le système en tant que tel qui a fonctionné entre l'année 2016, ne pouvait-il pas fonctionner tout aussi bien pour d'autres produits qui sont susceptibles d'être protégés? Vous avez donné un contre-exemple, madame. Le contre-exemple, c'est le bois. Le système de licence de bois a perturbé le marché national. Oui. Il a perturbé le marché national. Nous ne sommes pas un producteur de bois. Nous sommes des pays qui peuvent être des transformateurs de bois.
Donc, il y a une perturbation donc, de toute l'industrie du bois à cause de le système. Maintenant, pour 2018, nous avons libéré le bois, parce que c'est une matière première, mais nous avons suspendu tout ce qui est issu de bois. Il est dans les suspensions provisoires, tout ce qui est immeuble. Ça veut dire, on donne un message clair aux opérateurs économiques, ramenez la matière première, vous faites la transformation ici. Je parlais précisément de la matière première qui, pendant longtemps, a été suspendue d'importation et qui a asphyxié les opérateurs ou producteurs locaux qui, eux, dépendaient. L'approche maintenant, tout ce qui est, ce que nous disons maintenant aux opérateurs, tout ce qui est matière première, maintenant nous sommes en train d'encourager la production de produits finis. Tout ce qui est matière première, vous pouvez les importer. Tout ce qui est intrant, vous pouvez les importer. Mais madame, là, nous sommes dans une première phase. Je peux dire que dans une deuxième phase, on va faire la remontée de filière. Donc pour le moment, on ramène la matière première, on ramène les intrants et on protège le produit fini pour faire la valeur ajoutée ici. Dans une deuxième phase, on va faire la remontée de filière et on va aller vers les intrants. Il y a pas mal d'intrants qu'on peut fabriquer en Algérie. Et ces intrants-là, donc, ça sera donc quelques intrants là où il y a un avantage. Je prends l'exemple de la pétrochimie. La pétrochimie, on peut aller vers le granulé. Maintenant, on est dans les plastiques, en rouleau. Mais on peut aller, et on ramène tout ce qui est granulé, importation. Et c'est des milliards de dollars. Donc là, on peut aller vers le granulé. Et la pétrochimie, c'est l'automobile, c'est les engrais, c'est tout ce qui est plastique. Donc c'est une filière qui peut donner vaste. Très vaste. Quelles sont aujourd'hui les retombées, on va dire, immédiates qui peuvent être occasionnées sur le pouvoir d'achat? Globalement, on sait qu'il va y avoir plein de produits qui seront retirés du marché. Nécessaire, pas nécessaire, luxueux, pas luxueux, on le sait très bien. Chez nous, le commerce fonctionne au feeling. Les commerçants, lorsqu'ils savent qu'il y a une tension, ils augmentent eux-mêmes leur prix. Le phénomène de spéculation, on le connaît pour l'avoir pratiqué chaque année. Le risque inflationniste est là. Oui, bien sûr. Il faut savoir qu'on est sur une économie plus que libérale en Algérie. Si on doit comparer, pour peu que ce soit comparable, les États-Unis avec l'Algérie, il y a eu cette augmentation de 30% des droits de douane sur les produits sidérurgiques. Je crois que c'était au début des années 2000, lorsque les États-Unis ont été menacés de voir toute leur industrie sidérurgique disparaître suite à la politique de dumping qui était menée par la Chine. Donc vous voyez que c'est quelque chose qui a déjà été fait, qui peut être fait, qui est bénéfique dans certains cas. Moi, je voulais dire une chose. D'abord, le système de licence tel qu'il est ciblé, bon, certes, il y a des dommages collatéraux, mais il faut considérer aussi que bon, c'est bénéfique, mais ce n'est pas la formule magique. Ça veut dire que ce qui est valable pour l'automobile ne l'est pas forcément pour le bois ou autrement. Ce qui nous manque en termes de vision stratégique, c'est la taille critique du marché. C'est-à-dire que d'un côté, vous avez vu lors de la foire de la production nationale, on parle beaucoup d'exportation. Alors les entreprises sont, je dirais, pas sommées, mais en fait encouragées à aller vers l'exportation. Et là, il y a deux écoles. Certains économistes disent, voilà, il faut un marché fort pour le producteur national avant d'aller à l'exportation, qui n'est pas forcément vrai, puisqu'il y a quand même des systèmes de zones franches, où on va encourager les entreprises à venir s'installer sur place pour faire que de l'exportation. Et il y a la troisième phase qui est la substitution à l'importation. C'est-à-dire que l'exportation n'est pas une fin en soi, certes. Il faut la considérer dans un plan de développement stratégique, mais encore une fois, il faut qu'on étudie bien nos avantages comparatifs. Il ne s'agit pas d'aller planter des sapins pour devenir, pour ne pas le citer, un constructeur de meubles bien connu en Suède. Ce n'est pas du tout intéressant. Par contre, on parle de pétrochimie, on parle de mécanique de façon générale, la mécanique de précision en fait partie. Citons l'exemple de, bon, on a parlé de l'agroalimentaire, mais de l'électronique. Savoir que c'est un secteur qui n'a jamais été encouragé au départ par les pouvoirs publics. C'est une industrie qui est née par la volonté d'un certain nombre d'investisseurs. D'opérateurs privés, et là, qui s'apprêtent d'ailleurs à exporter ce qu'on appelle le produit blanc. Absolument. Et là, on se retrouve justement sur une industrie qui est en train de réellement, avec un fort potentiel non seulement de couverture des marchés locaux, du marché local et d'exportation. Mais dans l'immédiat, je repose ma question, les possibilités que tout flambe finalement sont imminentes selon vous? Oui, forcément, il y a déjà un levier de spéculation. Nous, on le ressent au niveau de quelques matières premières, c'est-à-dire que ça, c'est normal. Le problème après, le marché, de toute façon, va se réguler
par lui-même. Parce qu'à un moment donné, il y aura toujours une limite de prix auquel le citoyen ou le consommateur ne va plus payer. Voilà, à un moment donné, il va y avoir ça. Il y aura aussi l'effet d'une possible crise économique qui fait que les gens n'auront plus le même pouvoir d'achat. Donc, ça va, à un moment donné, le marché va se réguler de lui-même. Le problème ne se pose pas par rapport à ça. Moi, ce qui m'intéressait par rapport à M. Dulay, ce qu'il disait concernant l'histoire des conséquences que vous avez par rapport à ça, il faut savoir une chose, c'est que dans les opérateurs économiques aujourd'hui qui régissent le marché de l'importation, ils ne peuvent pas devenir industriels du jour au lendemain. Il y a deux problèmes. Le premier, déjà, il est capitalistique. C'est-à-dire qu'un métier d'importateur, c'est pour refaire le même métier en industriel, il faut compter 50 fois, peut-être 100 fois son capital. Donc déjà, donc tout ça déjà, il y a matière à bien réfléchir. Qu'est-ce qu'il faut mettre en avant? C'est-à-dire qu'à un moment donné, l'argent qui a été économisé, M. Dulay parlait à peu près d'1,5 milliard, c'est ça à peu près, il faut savoir est-ce qu'on ne peut pas réinvestir cet argent-là pour faire tout simplement du dumping industriel, en fait. Il faut réfléchir à ça. Et de toute façon, on doit passer par... Je veux dire que tous les pays sont passés à un moment donné par... C'est pas parce qu'on ne mange pas du poisson, on peut manger des sardines, elles sont très bonnes chez nous, donc à un moment donné, voilà, on peut passer des vacances à Timimoun, on n'a pas besoin forcément de les passer. Mais pour revenir, à l'histoire pour que les gens changent de métier, il ne suffit pas uniquement de ça. C'est qu'à un moment donné, il faut avoir un accompagnement financier. Et après, il y a tous les outils, on ne va pas parler du foncier, on ne va pas parler de la formation, mais il y a tout un outil derrière. Et c'est important après, c'est l'argent qui est économisé. Est-ce qu'on va l'investir? Donc on l'enlève de la consommation, mais ce qui est intéressant pour nous, c'est qu'on investit dans un outil de production. Ça veut dire faire du dumping industriel, tout simplement. Selon vous, les opérateurs importateurs, parce qu'ils sont nombreux à ne pas être contents en janvier 2018, on est d'accord, hein, c'est quand même une nouvelle qui va être très très mal prise et il va y avoir un redéploiement. Selon vous, comment va se faire ce redéploiement? Se faire industriel, est-ce que c'est quelque chose, c'est de l'ordre du possible selon vous? La question est pour vous, M. Mouhalbi. Oui, madame. Donc, pour répondre à votre question, est-ce qu'il y aura donc un effet inflationniste? Il ne va pas y avoir d'effet inflationniste sur la production, sur les producteurs. L'effet inflationniste, si on regarde la liste donc, des produits qui seront soumis à la TIC dans le cadre de le projet de loi de finances, qui seront suspendus d'importation. Ce sont des produits de luxe. Donc je cite les noix, les amandes, les pruneaux, les bonbons, les caramels, donc les préparations pour chocolat. Donc c'est pas vraiment des produits qui incluent. On est d'accord pour ça. Alors je reviens donc par rapport aux produits qui sont suspendus d'importation. Je parle de l'inflation par rapport à cela, parce que la quantité est beaucoup plus importante et ils dominent davantage sur le marché. La question par rapport à l'inflation et aussi par rapport à peut-être ce qu'en vont devenir ces importateurs qui ne pourront plus importer. Ces importateurs vont se recycler pour devenir des producteurs. On veut changer la culture pour passer de la culture de l'importation à la culture de la production. Et cela est possible grâce aux différentes mesures prises par les pouvoirs publics pour encourager la production. Je vous donne le cas, par exemple, du téléphone cellulaire qui était taxé à 5% de droits de douane. Ce n'est pas possible d'attirer un investisseur pour pratiquement investir dans ce créneau. Dans une activité de montage, oui. Oui, je cite l'électronique, vous avez parlé de l'électronique, il y a des mesures qui sont très importantes, qui sont prises dans le cadre de la loi de finances pour 2017. Je cite l'article 110 qui a exempté donc les matières premières qui sont importées par des sous-traitants, agréés par les producteurs. Donc c'est une mesure salutaire qui vient donc encourager le domaine de l'électronique, et je vous informe qu'il y aura donc un cahier des charges justement pour qui va en plus du cahier des charges qui est fait pour les assembleurs de véhicules, il y aura donc un cahier des charges pour l'électronique. D'accord. Donc pour un petit peu encadrer des activités et les réglementer. Très bien. Je voulais justement parler de cet effet, on parle d'effet d'inflationniste. Oui. Si vous voyez, madame, en termes de chiffres, la facture alimentaire, elle est de presque 7 à 8 milliards de dollars, 7 milliards de dollars déjà. Si je prends les produits finis de consommation non alimentaire, 6 milliards de dollars.
Donc est-ce que c'est 1,5 milliard de dollars par rapport à 13 milliards de dollars d'importation de produits finis? Je parle. Donc dans le 1,5, donc je continue le raisonnement, dans le 1,5, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve des produits lactés, des yaourts, des fruits, des légumes. Mais tout ça, il y a une production nationale. La plupart des produits ici, il y a la production nationale. Là où il y a le 1,5, il est où? Donc, si on cherche le 1,5, il est où? Il est dans la céramique. Il est dans la téléphonie mobile, plus de 600 millions de dollars, téléphonie mobile. Alors qu'il y a maintenant une production énorme. Il est dans Vous voulez dire qu'il n'y aura plus de téléphones portables de marques étrangères qui seront importés? C'est bien ça? Il y aura des téléphones portables de marques étrangères fabriqués en Algérie. D'accord. Quelles sont les marques qui sont assemblées chez nous? Je ne vais pas citer les marques. Il y en a combien, juste pour ça? Oui, il y a 5 ou 6 marques déjà installées. Il y a une marque qui assemble. Oui. Qui assemble les téléphones chez nous. On dit bien assembler, c'est comme pour les voitures. On ne va pas dire produire parce que... Non, c'est tout. Dans tous les pays du monde, ils assemblent les téléphones. Vous prenez n'importe quel smartphone. Oui, non, mais vous avez 17 pays, 18 pays qui fabriquent, qui participent dans cette fabrication. Même vous trouvez Made in, mais il y a 17 pays dedans. Donc les téléphones font partie des 851 positions tarifaires interdites à l'importation. Je parle de 600 millions de dollars de téléphone, je parle de l'électroménager 300 millions de dollars, je parle de céramique plus de 150 ou 160 millions de dollars. Donc voilà le 1,5 où il est. Donc si on fait une analyse de la structure des produits qui sont soumis à la suspension, pratiquement il n'y aura aucun effet inflationniste sur le produit, parce que tous les produits de base... Charge à savoir si le producteur local ne va pas, lui, se dire, bon, je suis en position maintenant avantageuse, je vais augmenter mes prix. Là c'est un autre... C'est un autre débat et on va y revenir dans un moment parce qu'il y a la problématique de la quantité. Je sais que vous souhaitez répondre, mais une autre question avant de passer à vous, Adel Bensassi. La question du cabas, excusez-moi d'employer ce mot, mais vous savez, sur notre page Facebook, il y a beaucoup de commentaires, de réactions par rapport à cette thématique qui nous concerne tous et c'est une question qui est revenue à plusieurs fois, donc laissez-moi vous la poser. Vous vous doutez bien en tant qu'État, en tant que ministère, qu'il va y avoir des gens qui vont quand même avoir recours à acheter, à importer ces produits qui sont importés de manière frauduleuse. Qu'est-ce qui est prévu en termes de réglementation pour gérer cette question, sachant que l'informel chez nous, c'est pas quelque chose qui est nécessairement maîtrisé? Oui, mais en termes réglementaires, la réglementation est claire là-dessus, mais en termes de cabas, tout le monde en parle. Mais est-ce qu'il y a une évaluation? Quels sont les produits qui rentrent en cabas? De souvenirs, de mémoire plutôt, c'était quelque chose qui était très très utilisé à une certaine époque où l'Algérie n'importait pas. Oui, mais peut-être c'est éphémère. Donc on ne sait pas, peut-être il y a quelques produits qui rentrent en cabas, mais peut-être c'est éphémère, peut-être c'est insignifiant. Est-ce qu'il y a une préparation au niveau des services de lutte contre la fraude, au niveau du ministère du Commerce, qui se prépare, qui appréhende un éventuel phénomène de fraude, puisqu'ils seraient contrevenants à la loi? Les services, quelle que soit la situation, cabas ou non cabas, les services de répression de fraude, ils font leur travail. Donc quand ils vont chez un magasin, ils demandent des factures. Oui. Donc quand ils demandent des factures, là, donc ils vont détecter, il y a la réglementation. Quand ils y vont, oui. Voilà, il y a la réglementation qui s'applique, il n'y a aucun souci. D'accord. Et même dans dans les lieux où il y a moult grossistes qui, eux, activent plus ou moins sans facture, il y a les services de répression de fraude font leur travail selon leurs enquêtes et tout. Donc il y a un travail. Vous avez peut-être eu l'occasion d'entendre les bilans de défaut de facture. Oui. Donc il y a un travail qui se fait là-dessus. Donc moi je ne pense pas que le travail se fait automatiquement dans une situation normale ou spécifique, le travail se fait. Donc il y a toujours des contrevenants qui sont toujours attrapés par... La question se pose, et je termine avec ça, parce que je sais que c'est-à-dire que c'est un problème qui sûrement va ressurgir, puisque récemment, lorsque les bananes ont été interdites d'importation pendant un temps, les bananes, il y en avait toujours et elles étaient vendues à un prix prohibitif. Et le problème n'étant pas dans la banane en elle-même, parce que je vous entends me dire que ce n'est pas nécessaire de manger de la banane, mais elle est dans le fait de ces gens qui quand même se font de l'argent sur le dos d'une réglementation qui souhaite être rigide. La banane, madame, moi je vous dis tout de suite, la banane c'est un des produits régulateurs des prix, des fruits. Oui.
Et c'est pour ça qu'on l'a que vous avez supprimé des licences. Voilà. Donc c'est un produit qui... mais il est venu en cabas aussi. Hein, Oui, à un certain moment, il y avait ce système-là. Mais je pense à partir de 2018, le Ghana n'est pas soumis aux licences. Attends, le problème le cabas, parce que le problème qui est posé au niveau de l'Algérie, c'est concernant sa devise, en fait. Les cabas sont en général alimentés par les devises qui viennent des retraites des Algériens qui sont en France. Ce n'est pas déjà la même source de financement. C'est là où ça pose moins de problèmes. Voilà, c'est ce que là, en tant qu'État, l'État doit d'abord protéger ses finances à elle. Les finances auxiliaires, c'est des finances qui viennent, comme je dis, des retraités algériens, d'origine algérienne ou algérienne qui sont en France. Oui. Voilà, dans tous les cas de figure, elles ne rentrent pas dans le circuit bancaire. En termes de quantité, c'est pas... Voilà, c'est à peu près 3 milliards, je crois de mémoire, 3 milliards de dollars ou d'euros par an. C'est à peu près voilà. Et j'imagine que la dégringolade de la valeur du dinar par rapport à la devise, c'est pas quelque chose qui va favoriser, si ou non C'est aussi une conséquence. Hein. Si vous voulez, on ne peut pas, à décharge du gouvernement, on ne peut pas tout maîtriser. Si vous parlez du secteur de l'informel, comme on en voit dans les périphéries d'Alger ou d'autres grandes villes, effectivement, ça existe. Moi, je pense qu'il ne faut pas être exclusif. Je pense qu'il faut encourager ces gens-là à rentrer dans le formel, justement. On ne peut pas dire « ça n'existe pas ou alors demander à quelques brigades d'aller arranger tout ça du jour au lendemain. Ce n'est pas vrai. Des mesures incitatives qui sont en train d'être prises pour ramener ces gens-là à investir, c'est bien. Et des cercles de réflexion parlent de l'inclusion, comment inclure, comment intégrer de l'informel plutôt que d'être dans le répressif. Absolument, parce qu'on y est, donc il faut faire avec, et moi je pense qu'il faut justement essayer de gagner ces gens-là. Si vous parliez du cabas, j'ai à idée cette fameuse pâte à tartiner dont tout le monde parle. Sans citer de marque. Voilà, sans citer de marque, bien sûr. Et c'est un petit peu le modèle, parce que bon, c'est quand même des volumes, ça reste un produit de luxe, même si c'est pas vraiment luxueux, mais bon, c'est quelque chose qu'affectionnent beaucoup les Algériens. Vous savez, je vais vous citer l'exemple de la prohibition de l'alcool aux États-Unis dans les années 30. Qu'est-ce que ça a donné 10 ans après? Al Capone. Vous voyez? Donc, ça a commencé petit, ça a fini par une bande organisée criminelle. Voilà, c'est-à-dire que interdire, c'est bien. C'est une phase, je dirais, transitoire, temporaire. Et entre-temps, il faudrait aussi réorganiser la chaîne de valeur. Parce que là, on parle d'investissement, on parle de gens qui doivent venir donc, du secteur du commerce vers l'industrie. Ok, c'est très bien. Sauf que bon, pour faire un industriel, il faut 2 voire 3 générations. Donc ça ne se fera pas du jour au lendemain. Aussi, on parlait d'environnement tout à l'heure. La chaîne de valeur en ce qui concerne les formations, la disponibilité des services, des matières premières. Si on doit revenir aux importateurs. Les importateurs, ce n'est pas les méchants dans l'histoire. Hein. On est d'accord, c'est des gens qui profitent d'une certaine situation, d'accord, et qui ont tiré leur épingle du jeu dans toute légalité. Maintenant, on est en train de mettre une pression... Qui vont perdre leur boulot, qui sont sur le point de... Alors, il y a une réorientation à faire. Alors, il ne faut pas mettre un importateur, un importateur de bananes et un importateur de matières premières comme les aciers spéciaux dans le même cadre et faire le même traitement. Ça aussi, c'est un travail de distinguo qu'il va falloir faire parce qu'actuellement, malheureusement, on est en train beaucoup de souffrir, nous, industriels, de ces restrictions. On sait qu'il y a une période de réadaptation, mais je tiens à attirer nos amis du ministère du Commerce pour dire attention, on souffre parce que justement ces gens-là subissent le traitement général alors qu'il faudrait absolument faire le distinguo. Les importateurs de matières premières qui sont prévus pour transformation, c'est une chose. Les gens qui ramènent des produits finis, on a vu que voilà, c'est un autre traitement. Justement, alors, pour parler maintenant du substitut et de l'entreprise qui donc va produire, sur laquelle on compte beaucoup, laissez-moi vous rappeler, ne serait-ce que vos propres propos autour de ce plateau. On a dit qu'il fallait protéger le marché, on a dit que l'entreprise avait saisi les différents organes ministères, industrie, commerce, pour dire voilà, aidez-nous, nous avons des projets de partenariat. Pour une seule et simple raison, c'est que l'entreprise aujourd'hui, lorsqu'elle est créée, elle fait face
a des surcoûts. Il y a le surcoût financier, il y a le surcoût du foncier, il y a le surcoût de la ressource humaine, il y a le surcoût lié à un climat d'affaires qui n'est pas toujours favorable. Aujourd'hui, est-ce qu'avec toute cette ribambelle de surcoûts, est-ce que l'entreprise est en mesure de ne pas augmenter ses prix? Parce qu'on parlait tout à l'heure de l'augmentation du prix du produit local. Il est clair qu'en matière de politique commerciale, c'est un encadrement par rapport à une politique industrielle ou agricole, ou de l'énergie. Donc il y a un travail qui doit se faire, premièrement, entre les différents secteurs, pour que la politique commerciale, en termes de suspension ou autre relèvement de droits de douane, ouverture, ça colle par rapport à le développement de la filière. Donc c'est un travail intersectoriel, il ne faut pas qu'on soit cloisonné entre nous. Il faut que le ministère de l'Industrie, l'Agriculture, l'Énergie, le Commerce travaillent ensemble. Ça c'est un. Est-ce que c'est déjà le cas avec l'industrie déjà? Bien sûr, on travaille ensemble. La deuxième, mais il faut développer encore en termes, parce qu'il faut qu'on développe l'approche filière. Parce que dans l'approche filière, vous avez tous les segments de la chaîne de valeur. C'est à partir de là qu'on va trouver toutes les préoccupations. Et la politique commerciale à elle seule ne peut pas régler tous les problèmes. C'est là où vous avez bien dit, madame, c'est que tout ce qui est des surcoûts, ça c'est dans la facilitation de la création de l'entreprise, de la commercialisation et tout. Donc le travail qui se fait, c'est qu'au niveau de chaque secteur, avec la concertation avec les opérateurs économiques, les associations, il faut qu'on fait le maximum pour diminuer les coûts de création ou de production, de création d'entreprises, de production de produits. La compétitivité, c'est un préalable. Ça veut dire si maintenant nous avons suspendu provisoirement pour certains produits, c'est pas pour tout, pour certains produits, il faut que moi je suis d'accord avec monsieur pour la prévisibilité. Il faut qu'on s'accorde que dans 3 ans, 4 ans, on change de cap aussi. Ça veut dire je vous donne 3 ans pour émettre tout le paquet de la facilitation et pour la compétitivité du produit, pour que demain, dans 3 ans ou 4 ans, vous soyez prêts à être à l'international. Et c'est là où on part de l'exportation et on part de la concurrence internationale. Donc c'est une phase, une phase de transition de 4 ans pour permettre à nos entreprises de se mettre. Mais tout le monde, il faut que tout le monde s'y mette. Mais alors, vous parlez de l'international, c'est un réflexe chez nous tous, peut-être même nous, journalistes, tout de suite on se projette vers l'international, alors que parfois on tend à oublier que les entreprises algériennes ont du mal à trouver un marché au sein même de leur territoire, au niveau du territoire national. Et c'est une problématique parce que la préférence nationale, c'était quelque chose qui est apparu pour la première fois en 2009, si je ne me trompe. Ce n'était pas un concept, c'était un texte, c'était un décret exécutif qui a émané du Premier ministre à l'époque, Ahmadou Yahya, qui était en poste. Et depuis, jusqu'au jour d'aujourd'hui, les entreprises se plaignent encore. Vous avez un point de vue à donner, Monsieur Aïtali? On est directement concerné par ça, effectivement. Donc, voilà, on a pris l'aventure d'investir dans l'industriel. C'est un risque énorme, je veux dire, en tant que personne, parce qu'on hypothèque des biens, donc on n'a pas de filet derrière. Ce que les gens oublient quand on est industriel, on n'a absolument pas de filet. Vu qu'on n'a pas le même ratio d'investissement qu'un importateur ou qu'un commerçant, donc la chute pour nous est beaucoup plus douloureuse. Donc on prend des risques énormes. Et effectivement, il y a des décrets ou des notes internes qui effectivement, le problème qui se pose, c'est qu'une fois qu'on a rempli, qu'on a fait toutes les cases et qu'il y a un problème, c'est-à-dire qu'elle n'est pas opérée, il n'y a aucune structure derrière qui reprend ça. C'est-à-dire que juridiquement, il n'y a rien, absolument rien. Donc ça veut dire qu'on a eu énormément de cas. C'est-à-dire que nous, en plus de ça, on pensait être malin à la base. C'est-à-dire qu'on dit, OK, on fait un produit à la base qui est certifié, c'est un produit technique, donc qui est certifié à la norme internationale. Donc on s'est dit, on est bien protégé, etc. On va sur les marchés, on va sur les grands projets, parce que nous, effectivement, on fournit énormément au secteur du BTP, donc les grands projets, il y en a. Mais je peux vous assurer qu'on fait absolument tout pour le mettre de côté. Donc c'est très problématique. Nous, on est une PMI. Donc on n'est pas un grand groupe. Donc on n'a pas effectivement le même lobbying. Voilà, on ne peut pas effectivement... Peut-être aussi pas les mêmes capacités de volume, peut-être, de production. Si on les a, c'est une fois le plus dur dans l'industrie. C'est pour ça que c'est très important la durabilité. Le plus dur dans l'industrie, c'est la première unité, c'est la start-up. Grandir, c'est très facile. Mais le plus dur, c'est de mettre cette unité produise au moins 0,1% qu'elle existe. Une fois qu'elle existe, c'est bon. Pourquoi? Parce que les banquiers vous suivent, parce que les clients vous suivent, parce que vous pouvez améliorer votre produit, parce que vous avez un capital savoir. J'avais présenté, M. Messassi, un de mes fournisseurs d'outils machines en Turquie.
qui fournissaient des outils qui sont assez techniques, parce que c'est... Voilà. Et c'était une petite entreprise, je crois qu'ils étaient dans 50 mètres carrés ou 100 mètres carrés. Mais la différence, c'est que les personnes, lui a 15 ans d'expérience, et il a hérité de son père qui avait 30 ans. Donc ils ont 45 ans de savoir-faire. C'est pour ça que c'est très important qu'au niveau des produits, ce que je dis toujours, il y a on n'a pas en Algérie la notion de patriotisme économique. C'est très important et c'est une notion très importante dans les acteurs politiques. Et ce que vous décrivez, vous n'êtes pas le seul à le décrire. On rappelle dans ce cadre même des missions, on avait fait un thème sur la création à l'époque de la Fédération nationale des jeunes entrepreneurs. Je rappelle que c'est ces entreprises issues de l'ANSEJ, CNAC et Angem, une fédération qui ne donne plus signe de vie, ce n'est pas le sujet ce soir, et qui donc tous décriaient le même problème, celui de la préférence nationale. Pourquoi on ne donne pas de projet? Monsieur Mohalbi, aujourd'hui, pour aider l'entreprise algérienne à pouvoir d'abord être un substitut, pouvoir garder un certain seuil de coût à la production, qu'est-ce qui est fait ou qu'est-ce qui sera fait en tout cas pour l'accompagner? Est-ce que des nouvelles mesures seront entreprises? Parlons de la préférence nationale aux produits et aux services d'origine algérienne. Donc il y a une panoplie de mesures qui ont été prises par les pouvoirs publics à travers les mesures de loi de finances. Donc commençons par l'article 60 de la loi de finances complémentaire pour 2009 qui conditionne l'octroi des avantages de l'ONDI au profit donc des bénéficiaires du régime général à l'engagement de recourir aux produits et aux services d'origine algérienne. Donc, est-ce que c'est pour bénéficier... Est-ce que c'est appliqué partout? C'est ça je repose ma question autrement. Oui. Est-ce qu'il y a obligation de l'appliquer, obligation faite aux différents segments déconcentrés qui ont affaire aux opérateurs de l'appliquer justement? J'ai parlé donc du dispositif d'avantage de l'ONDI, mais il y a aussi donc d'autres dispositifs qui sont prévus généralement pour l'ANSEJ et CNAC. Donc il y a on leur fixe un pourcentage de marché public donc qui leur est réservé. Oui. Donc il y a aussi la limitation de l'octroi de la franchise de TVA aux acquisitions de biens d'équipements fabriqués et rendus localement qui entrent dans la réalisation de l'investissement de création ou d'extension. Donc c'est une mesure de loi de finances 2014. C'est pour vous dire qu'il y a énormément de mesures qui sont prévues pour encourager la production nationale et donc la protéger. Et la protéger. Et en même temps, il y a des restrictions à l'exportation de certains produits qui méritent d'être valorisés localement. Je citerai la mesure de loi de finances 2014 qui a interdit l'exportation de déchets ferreux et non ferreux et débris de plomb et des batteries usagées. Et la soumission à autorisation pour l'exportation du clinker. Tout ça est venu, donc ce sont des mesures qui sont venues pour soutenir la production nationale et changer de cap carrément vers la production au détriment de l'importation qui coûte très cher à la collectivité. On a compris l'idée. Il nous reste encore 2-3 minutes avant de clore le débat et je souhaiterais qu'on le termine avec la question liée aux véhicules. Une question, on va essayer essayons de lever le voile sur cette question parce que le ministre en a parlé, mais dans le cadre d'une conférence de presse, donc il ne s'est pas étalé. Donc pour le reprendre, il y a un contingent de véhicules automobiles qui va être fixé en 2018. Ce contingent, il inclut les véhicules touristiques, les véhicules utilitaires et les véhicules de travaux publics, c'est bien ça. Il va y avoir un nombre qui va être fixé, c'est bien ça. Le véhicule touristique, il sera importé à hauteur de combien en 2018 Lors de la visite de M. le Premier ministre à la foire, à la 26e édition de la foire, il était clair qu'il n'y aura pas d'importation de véhicules. Donc ils sont sous licence, mais il n'y aura pas d'importation de véhicules. Il n'y aura pas de licence octroyée en 2018. Ça a été donc clair par M. le Premier ministre que pour les véhicules, il n'y aura pas d'importation et
nous allons donc tout faire pour donc, augmenter la production pour les constructeurs qui sont en Algérie. Qui sont déjà en Algérie. Le Premier ministre qui a également déclaré, contre toute attente, que l'on n'allait pas manger, pour citer ces termes, on ne va pas manger toutes les devises de l'Algérie en important des kits. Comment peut-on comprendre, ou en tout cas expliquer cette phrase? Est-ce que l'on est en train de revenir sur cette politique d'usines de montage, souvent décrite comme étant des usines tournevis? Non, je pense que le message est clair. Maintenant, bon, ça veut dire qu'on a mis la première pierre à cet édifice qui est l'industrie automobile qui n'existait pas en Algérie. Bon, maintenant, il faut passer à la vitesse supérieure. On a entendu, Monsieur le ministre parlait tout à l'heure à un des constructeurs. Il a dit, nous allons augmenter l'intégration. Et le ministre de lui répondre bien justement, écoutez, ça fait déjà quelques années qu'on est sur les rails. Maintenant, on verra. On verra bien ceux qui suivront ou pas. Et le message est très clair. Soit on va vers l'intégration. Nous, on est parti par le haut. On a commencé par le montage. D'accord. D'autres pays ont commencé par le bas. On est là maintenant. Il s'agit d'aller plus loin. Et pour ceux qui n'iraient pas plus loin, je pense que le message est assez clair pour dire bon, ben, y en a qui vont quitter le train en marche, et ceux qui veulent continuer, la marche est tracée. L'intégration nationale, la sous-traitance et le développement des capacités. Est-ce que ça change quelque chose pour vous en tant que sous-traitant? Absolument. Potentiel, on l'espère. Hein. Oui, complètement, parce que là, le message est clair. Parce que pour le moment, je ne vous cache pas qu'il est assez difficile d'aller discuter avec les constructeurs, qu'on n'a pas de vis-à-vis. Alors c'est bien, dans le discours, c'est très bien, mais en réalité, il n'y a pas de cellule intégration, il n'y a pas de cellule suivi, prospection, sous-traitance. On parle de chaîne de valeur à l'étranger alors qu'on n'y a pas accès. Et maintenant, je pense que les choses vont changer suite aux dernières orientations, et je pense que là, c'est on ne peut plus clair dans le texte. Et une toute dernière question, toujours par rapport aux véhicules. Jusque-là, les engins de chantier, notamment les grues, qui ne sont pas produites en Algérie, ont fait l'objet des licences d'importation de véhicules. Elles ont été jusque-là mises sous le même registre qu'un véhicule touristique. Des grues, peut-être d'autres engins qui sont nécessaires au projet structurants, dépendants d'entreprises, des EPE, des entreprises publiques, donc on n'est pas dans des... et qui ne sont pas importés, l'importation a été bloquée. Est-ce que ça va être débloqué? Voilà, là il y a une précision à faire. Les produits, et ce qui est sous licence maintenant, c'est les véhicules tourisme, les camions et le transport de personnel, les bus. Donc tout ce qui est engin, travaux publics, tout, ne sont pas concernés par les licences. Donc, les licences sont levées donc pour les engins de travaux publics? Ils sont levés pour les engins de travaux publics et d'autres engins spécialisés. Donc rien que les véhicules de tourisme, les camions et les bus qui sont donc sous licence. D'accord. Le dernier mot pour vous, Monsieur Mohalbi? Oui, Madame. Donc je reviens donc à l'industrie automobile. Effectivement, il y a un engouement très important pour l'industrie du montage de véhicules. On ne peut pas accepter tout le monde. On veut faire une sélection des grandes marques. Et puis, le reste va recourir vers la sous-traitance. On va les orienter vers la sous-traitance. D'ailleurs, j'annonce que Monsieur le ministre a décidé d'organiser un forum important sur la sous-traitance au mois de février. Donc c'est pour mettre en relation les donneurs d'ordre et les receveurs et les sous-traitants. Donc ce n'est pas possible d'accepter à l'ensemble des constructeurs potentiels qui souhaiteraient installer des usines. Ce nouveau cahier des charges va exiger plus d'intégration, et il exige même la production de listes d'équipements. Il faudrait que des équipementiers accompagnent ces constructeurs automobiles. C'est pour cela que nous allons développer l'industrie automobile. Merci M. Mohalbi. On est arrivé au terme de cette émission. Je rappelle très rapidement, avant qu'on nous enlève l'antenne, que nous avions avec nous M. Nasser Mohalbi, directeur général de l'investissement au ministère de l'Industrie. Nous avions avec nous M. Selim Eitali, directeur général de Capidal. Merci d'avoir accepté notre invitation. M. Adel Bensassi, président du cluster de mécanique de prestige. Merci. Et M. Saïd Jeleb, directeur général du commerce extérieur au ministère du Commerce. Merci d'interagir sur notre page Facebook. On se retrouve la semaine prochaine pour le dernier numéro de l'année. D'ici là, portez-vous bien et très bonne soirée à tous.